Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Je sais que j'ai pas mal de retard dans mes updates lecture, donc là ça va être des livres que j'ai lus au mois de mars et que j'ai lus même début mars. Donc on va commencer avec un livre que j'ai dû rendre à la bibliothèque. Il s'agit de Of Poséidon d'Anna Banks, dont je vous mettrai la couverture juste ici, que j'avais emprunté en VO. C'est une saga qui me faisait envie depuis un certain temps et quand je l'ai vue en VO, je me suis dit que c'était l'occasion pour me lancer dans celle-ci, vu que sa traduction n'est sortie qu'en québécois et je crois que les livres ne sont plus disponibles maintenant en France, ou en tout cas ils ne sont plus réédités. Donc si vous cherchez cette saga, il va falloir soit la lire en VO, soit essayer de farfouiller à la bibliothèque. Dans cette saga, on va suivre Emma qui est une jeune adolescente, elle doit avoir entre 16 et 17 ans. Elle part en vacances avec sa meilleure amie et la famille de celle-ci. Et elles aiment bien se promener, rester au bord de la plage, des adolescentes normales. Sauf que voilà, il va se passer un terrible événement. Et si je vous le dis, ce n'est pas un spoil parce que ça se passe clairement dans le premier chapitre. Son amie va mourir noyée. En fait, il y a un requin qui va attaquer les deux jeunes filles, qui va s'en prendre à sa meilleure amie et Emma, elle, va être tétanisée et d'un seul coup, elle va essayer de respirer, elle va essayer de s'en sortir, elle va essayer de faire fuir le requin et bizarrement, en lui parlant, en essayant de lui parler, en essayant de lui dire de partir, le requin va partir. Donc elle est un petit peu perturbée, normal, elle a perdu quand même sa meilleure amie, elle va en parler autour d'elle et tout le monde va la prendre pour une folle, donc elle va essayer de garder ça pour elle au final parce qu'elle se dit que personne ne la croit. Le jour où l'amie d'Emma a été attaquée, elle avait rencontré juste avant un jeune homme ainsi que sa sœur qui se pavanaient au bord de l'océan. Et lorsqu'Emma a trébuché, elle a cogné ce garçon et quand leurs peaux se sont touchées, elle a senti comme un contact électrique. Ce garçon a été perturbé car ressentir un contact électrique avec quelqu'un d'autre n'est possible pour lui que si c'est un signe, en fait, comme quoi ils sont faits l'un pour l'autre. Et oui, parce que le garçon qu'elle a rencontré est en fait un triton et sa sœur une sirène. Il y a tout un univers parallèle sous l'océan qu'Emma ne connaît absolument pas. Ce garçon qui s'appelle Galen pense que Emma est différente, il va donc s'inscrire au lycée avec elle et c'est là qu'Emma va ouvrir les yeux sur un monde parallèle. C'est une lecture en VO vraiment accessible, ça il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai trouvé quelques petits défauts à ce premier tome. Je pense que c'est une très bonne saga si on ne lit pas trop ce genre de roman. C'est une saga qui arrive sûrement trop tard pour moi, même si elle est sortie depuis un certain temps. Effectivement, comme je ne la trouvais pas, je ne peux la lire que maintenant. Mais je pense qu'à l'époque, elle devait plaire. Les sirènes, ça attire. On n'a pas trop quand même de saga sur les sirènes. Mais c'est plus le fil directeur et les actions qui font qu'on a une impression de déjà vu. Quand on lit beaucoup de livres de ce genre-là, on arrive à vraiment anticiper toute l'histoire. Et la grosse révélation finale, pour moi, n'a clairement pas été une surprise parce que je m'y attendais, mais vraiment beaucoup. Après, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangée, c'est que dans l'univers des sirènes, ils sont clairement pas trop droits de la femme là, mais vraiment pas. C'est-à-dire que Galen, une fois qu'il est sur Terre, il est un peu obligé de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, parce que sinon ça va se passer très mal avec Emma qui a quand même un gros tempérament. Après, j'ai trouvé la relation entre Emma et sa mère mais horrible, c'est-à-dire que la mère d'Emma veut être absolument la meilleure amie de celle-ci. Alors là, dans le principe, je vois pas le mal, hein. Si on a envie de se confier à sa mère, c'est très bien, mais lorsque ta mère te pousse à te confier et à te demander à chaque fois que tu rentres du lycée, est-ce que tu sors avec un garçon? Mais si, je suis sûre que tu sors avec un garçon. Comment il s'appelle? Et pourquoi? Tu veux pas me le présenter? Ah non mais excusez-moi, là c'est de l'étouffement quoi. Ok, les parents doivent s'intéresser à leurs enfants, doivent s'intéresser à leur développement, mais à ce point-là, j'étais là, mais laisse-la vivre quand même. Genre elle a 16 ans, si elle a envie de t'en parler, ok. Si elle a pas envie de t'en parler, elle t'en parlera peut-être plus tard ou elle t'en parlera pas ou peut-être qu'elle en parle à quelqu'un, mais je sais pas. Mais arrêtez de mettre une pression comme ça sur leurs enfants. La fille Emma, elle est tranquille, elle vient juste de rencontrer un garçon, on n'a pas dit qu'elle allait coucher avec, qu'elle allait faire des enfants et qu'ils allaient se barrer non plus. Hein. Donc voilà, la mère d'Emma est un personnage que je n'ai vraiment pas aimé. Cependant, ça reste quand même une lecture tellement addictive et agréable que j'ai envie de lire le deuxième tome. Deuxième tome qui est assez court en plus. Donc c'est une saga que je vais continuer avec plaisir, en espérant quand même que le deuxième tome soit beaucoup moins prévisible. Deuxième livre de cette update lecture, il s'agit d'Everless de Sarah Holland aux éditions Harper Teen, qui m'a été offert par mon copain début mars. Et quand je l'ai eu, je l'ai lu directement. Déjà, j'adore la tranche, je sais pas si vous allez bien voir. J'adore ce genre de tranche qui fait vieux livre, clairement. C'est toujours un plus. Niveau lecture, je trouve. Les en-têtes ont toutes un petit dessin comme celui-ci. Voilà. Après, le hardback est tout simple. Il est blanc. Et la tranche comme celle-ci. J'en avais entendu beaucoup parler. La couverture est juste sublime. Donc, quand mon copain me l'a acheté, forcément, je me suis dit, je vais commencer par celui-ci. Et je n'ai pas été déçue.
c'est passé pas loin du coup de cœur. Dans ce roman, on est dans un univers de fantasy. On va suivre Jules, qui est une fille, pareil, adolescente, qui vit en dehors de la capitale avec son père. On a appris qu'ils vivaient dans la capitale quand ils étaient jeunes, mais il s'est passé quelque chose qui a fait qu'ils ont dû partir. Nous sommes dans un univers où il y a la monnaie courante, mais il y a aussi la monnaie de sang, si on veut dire ça. Quand on a des dettes, en fait, on peut nous prendre notre sang et le sang qu'on nous prend nous enlève du temps sur notre vie. Sauf qu'on ne sait pas combien de temps on a pour vivre. Donc la personne peut très bien vous saigner et vous faire perdre 1 an de votre vie. Ça se trouve, c'était la dernière année de votre vie. Ça arrive souvent quand on a des dettes, quand on a des punitions, etc. Et ce sang peut être réintroduit dans d'autres personnes. Et on sait que les personnes haut placées, les aristocrates, vivent depuis super longtemps grâce au sang qu'ils récupèrent des autres. À peu près, ça donne ça niveau explication. J'espère que vous m'avez compris. Le problème de Jules et de son père, c'est que son père a vraiment beaucoup de dettes. Et Jules, elle peut pas donner son sang pour aider son père parce qu'il y a une loi qui fait qu'en dessous de 16 ans, les enfants ne peuvent pas donner leur sang, c'est comme ça. Donc Jules, pour aider son père, elle va s'inscrire pour aller travailler au château parce que le prince va se marier avec une princesse. Ce qui fera gagner au total à Jules, je crois, 3 ans de plus de vie ou 3 ans de sang. Et ça, c'est clairement ce qu'elle a besoin pour combler les dettes de son père. Donc elle va devoir retourner à la capitale. Alors son père lui avait fortement dit « Tu ne retourneras jamais, mais alors jamais à la capitale ». Donc là voilà parti pour aller à la capitale et pour se faire passer pour une servante, sachant bien évidemment que le prince qui se marie, elle avait eu un gros crush dessus quand elle était petite. Jules, ce qu'elle n'a pas dit à tout le monde, c'est qu'elle a l'impression qu'à des moments, le temps s'arrête et qu'elle est toute seule à voir que le temps s'arrête. Et ça, elle sait qu'elle doit le cacher absolument, car beaucoup de personnes qui avaient ce genre de pouvoir ont été tuées. Il est interdit d'utiliser cette sorte de magie. Sauf qu'elle ne sait pas du tout quand ça vient, ni pourquoi ça vient, ni comment s'en servir. Donc on va la retrouver, voilà, avec ses pouvoirs entre guillemets, de nouveau au château, à servir pour le prince dont elle est follement amoureuse. La personne qui doit se marier avec le prince est une pupille que la grande reine a adoptée. Grande reine qui est full sorcellerie, qui est full vieille de base, mais qui grâce avec le sang qu'elle a eu paraît toujours aussi jeune. Et là, attention, son père avait fortement déconseillé à Jules de se retrouver dans les parages de la reine et Jules va tout faire pour se retrouver servante de celle-ci pour savoir pourquoi son père l'interdit de faire cela. De prime abord, vous pouvez vous dire, Jules a des problèmes d'autorité parce que clairement tout ce que son père lui dit, elle le fait. Il lui dit de pas retourner à la capitale, elle le fait. Il lui dit de pas aller vers la reine, elle le fait. Et c'est ce qui a fait que ça n'a pas été forcément un coup de cœur pour moi, c'est que Jules, des fois, elle est vraiment naïve, mais au possible. Franchement, elle donne sa confiance à n'importe qui. Et après, il y a des retournements de situation. Je me dis, bah oui, forcément, Jules, tu t'attendais à quoi là? Et on t'a dit de pas faire ça et tu fonces tête baissée. Pourquoi tu fais ça, Jules? Ça reste quand même un roman aussi assez prévisible parce qu'on voit venir des choses de loin. Même si on les voit pas toutes venir, c'est ça qui était quand même pas mal. Il n'y a pas vraiment encore d'histoire d'amour dans ce tome-là, mais clairement il va en avoir dans le 2e tome. Et ça va peut-être donner un triangle amoureux, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Parce qu'on se rend compte que certaines personnes ne sont pas aussi méchantes que ça. On se rend compte que les gentils ne sont pas forcément aussi gentils. Et du coup, je pense que ça va amener des retournements de situation et des changements relationnels qui vont pas être si évidents. Je sais que le 2e tome ne sort qu'en janvier 2019. Alors là, oui, ça va être clairement long. Là, je vais vraiment attendre le 2e tome. 2e tome qui s'appellera Evermore. Mais j'ai vraiment hâte de lire la suite de cette histoire qui paraît vraiment super. Ce premier tome, faut vraiment le prendre plutôt comme un tome où on pose les bases de l'histoire. Et comme une ouverture, une grosse introduction. On va aller très rapidement sur ma 3e lecture car c'est un 3e tome. Il s'agit du 3e tome de Felicity Hadcock. Les anges sont de mauvais poil, dont je mettrai la couverture juste ici de Sophie Jomain. Voilà, j'ai décidé de lire un tome par mois de Felicity Hadcock. Donc je ne vais pas vous refaire le résumé de Felicity Hadcock parce que j'en ai déjà parlé dans mes derniers updates lecture. En plus, j'ai peur de vous spoiler maintenant que j'ai lu les 2 premiers tomes parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans les Felicity Hadcock. On dirait pas comme ça, mais on avance quand même pas mal dans le temps
et dans les événements. Après, ce troisième tome était meilleur que le deuxième, j'ai trouvé. Même si ce troisième tome était vraiment, mais alors vraiment prévisible. Je l'ai vu venir ce final, mais de loin, mais tellement, et je me suis dit mais Felicity, elle s'en est même pas rendue compte, mais c'était pas possible. Par contre, ça fait très final de telenovela, hein. Clairement, si vous regardez Jane the Virgin, on nous l'a déjà fait dans Jane the Virgin aussi, quoi. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce tome-là, c'est qu'on apprend un peu plus, je trouve, à connaître Felicity de tome en tome. Elle me surprend toujours par sa gentillesse, par son bon sens. Je veux dire, à sa place, j'aurais pas du tout des réactions comme ça. Moi, quand il y a des gens comme ça qui s'incrustent chez moi, je me sens pas bien. Mais elle a le cœur sur la main, elle est prête à tout. Et c'est peut-être ce qui lui fait défaut certaines fois, car elle n'est clairement pas assez méfiante pour moi. Ce qui m'a marqué, c'est l'absence, clairement, d'un personnage que j'adore, qui n'est pas là, et je vais pas vous dire lequel, sinon je trouve que ce serait un spoil, et puis ça serait du gâchis pour votre lecture. C'est un personnage qui me manque, mais tellement, je voulais le voir plus. On l'a vu aller 2-3 fois de temps en temps, mais là, je sens que dans le 4e tome, ça va être son tome à lui. Je sens qu'on va bien le voir. J'espère qu'il y aura beaucoup de révélations. J'attends beaucoup de Felicity Hadcock. Ce 3e tome a relancé mon intérêt pour la saga, vu que le 2e tome avait été un petit peu en dessous. J'ai vraiment hâte de poursuivre la saga, et ça sera chose faite au mois d'avril. Et ensuite, pour terminer cette update lecture, j'ai lu le 1er tome d'Arena 13 de Joseph Delaney aux éditions Le Livre de Poche. C'est ma copine Maureen qui m'en a beaucoup, mais alors beaucoup parlé. Elle m'a dit que ce 1er tome avait été exceptionnel pour elle. Quand je l'avais trouvé en occasion en format poche, je me suis dit que c'était le moment pour le lire, surtout que je n'ai jamais lu de Joseph Delaney. Dans ce roman, on va suivre Leaf, je sais pas comment vous l'appelez, moi je l'appelle Leaf, qui a 13 ans, il veut se battre dans l'Arena 13, donc il va tout faire pour se faire recruter par quelqu'un qui va le former. Leaf, il n'a pas d'argent, donc ça va avoir des répercussions sur ses combats. Je peux vous le dire car c'est sur la 4e de couverture, j'ai vérifié parce que j'avais peur de faire un spoil. Il veut absolument se battre dans l'Arena 13 pour défier Hob, qui est un djinn qui tue les combattants de l'Arena 13, qui leur aspire l'âme, donne le corps des perdants à manger à ces bêtes, c'est juste horrible. Il veut prendre sa revanche sur Hob. Pourquoi? Parce qu'il a détruit clairement sa famille. Hob a tué sa mère d'une façon juste horrible et a fait que son père a dépéri et qu'il s'est retrouvé tout seul par la suite. Ce roman, c'est de la bombe. Là aussi, c'était pas loin du coup de cœur, c'était une très très bonne lecture. L'univers est très bien développé, on a beaucoup de détails, on en apprend pas mal sur la ville où il se trouve, sur le pays où il se trouve. On sait qu'il y a l'air d'avoir des choses autour encore plus grandes que ce que l'on peut apercevoir. Et c'est des choses qu'à mon avis, on verra clairement dans le 2e tome. J'ai adoré le personnage de Leaf. Il a 13 ans, mais il est tellement attachant. Pour moi, il fait tellement plus vieux. J'ai l'impression de le visualiser plus autour des 16-17. J'adore ses réactions. Je le trouve super terre à terre, super spontané. Même s'il veut sa vengeance, il a pas de noirceur en lui. J'ai adoré voir le style des combats, l'arène. J'étais vraiment dans l'ambiance, même si j'ai mis quand même 100 pages avant de me dire attends, là il y a beaucoup de vocabulaire, je comprenais pas qui était qui, par rapport à qui, plutôt dans l'arène, hein, pas entre les personnages. Je me suis dit mais comment ils combattent, pourquoi, et en fait tout commence à se démêler au fur et à mesure à partir de 100 pages, et là vraiment c'est une grosse claque. Le vocabulaire de l'auteur est vraiment très élaboré, c'est très très fluide, on a envie de savoir la suite. Et alors ce livre ne t'épargne pas du tout en horreur, hein. Il y a des scènes assez gore, l'auteur il y va à fond, hein. C'est un livre jeunesse, c'est pareil, mais c'est plutôt agréable. Du coup, c'est pas du tout gnangnan, c'est pas édulcoré. Non, quand il y a du sang, il y a du sang. Quand il y a du meurtre, il y a du meurtre. Quand il y a des têtes à découper, il y a des têtes à découper, voilà. Ça a été mon premier Joseph Delaney, et je ne regrette absolument pas cette lecture. Mais si vous n'avez pas encore lu de Joseph Delaney, si vous êtes intéressé par des combats un peu dans un style gladiateur, etc., mais foncez, ce livre est fait pour vous. Voilà, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!